Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Et l'affaire dont on va parler aujourd'hui, mon Dieu, c'est quelque chose, préparez-vous. Je pense qu'une petite partie d'entre vous en auront peut-être déjà entendu parler car à l'époque elle avait été quand même pas mal médiatisée, mais je suis prête à parier que la plupart ne connaissent pas tous les détails de l'affaire. Mais avant que l'on entre plus en détail dans notre affaire du jour, je tiens à prendre quelques instants pour vous présenter notre sponsor qui n'est autre que Ana Luisa. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, je pense que vous commencez à savoir que Ana Luisa et moi vivons une immense histoire d'amour. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, eh bien je vais vous en dire un petit peu plus dessus et je suis pas mal certaine qu'à la fin de cette présentation, vous allez être les premiers à courir pour vous acheter leurs bijoux. Ana Luisa est donc la marque de bijoux en ligne éco-responsable et neutre en carbone et en eau. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir se faire plaisir tout en protégeant notre planète. Ce qui m'a donc convaincue d'acheter des bijoux de Ana Luisa se trouve être en premier lieu bien évidemment leur originalité et surtout leur durabilité, car les bijoux d'Ana Luisa durent très longtemps et ne se ternissent aucunement. J'ai été vraiment surprise justement par rapport à ça, car ce sont les bijoux qui me durent le plus longtemps. Mais aussi le fait donc que la marque fasse attention à notre planète et utilise des matériaux entièrement recyclés. Ce que je trouve particulièrement intéressant, car on va pas se mentir, les grosses marques de bijoux font rarement attention à ce genre de détails, mais Ana Luisa est très engagée là-dedans et sélectionne avec minution ses matériaux pour s'assurer de vous offrir les bijoux les plus résistants possibles et de la meilleure qualité possible. Et un autre détail que j'aime énormément d'Ana Luisa est le fait qu'ils aient sans arrêt de nouvelles pièces. Pratiquement toutes les semaines, vous avez de nouveaux bijoux qui sont mis en ligne. C'est donc désormais à votre tour de découvrir les merveilleux bijoux de Ana Luisa en vous rendant sur le lien qui se trouve en description. Et grâce à ce lien, vous allez aujourd'hui bénéficier en plus de cela d'un rabais de 20% sur la totalité de vos achats grâce au code MEGANMORGAN20. J'ai bien hâte de découvrir ce que vous avez pensé de votre côté des bijoux d'Ana Luisa. N'oubliez donc pas le lien en description avec le code MEGANMORGAN20 pour bénéficier de 20% de réduction. Merci encore à Ana Luisa d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et maintenant, je vous laisse vous installer bien confortablement car on va commencer. Le 4 janvier 1970, Darlie Lynn Peck voit le jour dans la ville de Altoona en Pennsylvanie. Elle y grandit aux côtés de ses parents, Larry Peck et Darlie Key. Oui, sa mère et elle portent le même nom. Et a aussi une petite sœur du nom de Danielle. Suite au divorce de ses parents, Darlie quitte la Pennsylvanie pour aller s'installer avec sa mère dans la ville de Lubbock, au Texas. En grandissant, Darlie devient cette jolie adolescente blonde, pétillante et souriante qui a clairement son petit succès au lycée où elle fait d'ailleurs partie de l'équipe de Pom Pom Girl, ce qu'elle aime tout particulièrement. La mère de Darlie travaille en tant que serveuse dans un restaurant de grill du nom de Western Sizzlin et Darlie lui rend régulièrement visite au travail. C'est d'ailleurs lors de l'une de ses visites qu'elle y fait la rencontre d'un jeune cuisinier qui vient justement lui aussi de commencer à travailler dans le même restaurant que sa mère et qui porte le nom de Darine Routier. Darine est à ce moment-là âgée de 17 ans et lorsque Darlie le rencontre, elle n'en a elle que 15. Mais malgré leur jeune âge, les deux adolescents tombent très rapidement amoureux de l'un de l'autre et durant le mois d'août de l'année 1988, alors que Darlie n'a que 18 ans, le jeune couple se marie. Ils vont alors tous les deux entamer leur vie de couple et vont décider en premier lieu de s'acheter une maison qui se trouve dans le quartier plutôt animé de Rowell, toujours au Texas. Sur place, Darine décide d'ouvrir sa compagnie et de devenir donc son propre patron, et c'est ainsi qu'il ouvre son entreprise spécialisée dans les tests de composants électriques. Et Darine n'avait absolument à aucun moment imaginé que les choses fonctionneraient aussi bien pour lui. Car très rapidement, sa petite compagnie va devenir mondialement connue et le couple va commencer à gagner assez d'argent pour pouvoir se permettre de se payer de très grosses rénovations à l'intérieur de leur nouvelle maison pour en faire le domicile de leurs rêves, mais pas que.
Darin est un immense fan de voitures et s'il y a bien une chose que l'on peut dire, aussi bien sur Darin que sur Darly d'ailleurs, c'est que tous les deux adorent avoir les yeux de tout le monde rivés sur eux. Le couple adore le fait qu'ils soient capables de se payer toutes les choses luxueuses dont ils ont toujours rêvé. Darin va ainsi s'offrir une Jaguar, de même qu'un bateau, rien que ça. Et de son côté, Darly va se faire plaisir en allant s'acheter toutes sortes de vêtements et de bijoux et accessoires de luxe et en s'offrant aussi une augmentation mammaire. Le couple dépense sans compter et se fait plaisir autant qu'ils le peuvent. Et après tout, pourquoi pas? Ils reçoivent à ce moment-là des sommes astronomiques d'argent, autant qu'ils en profitent. 10 mois seulement après leur mariage, ils accueillent tous les deux leur premier enfant, le petit Devon Rush Routier, né le 14 juin 1989, et un peu moins de 2 ans plus tard, soit en février 1991, c'est le petit Damon Christian Routier qui vient au monde à son tour. Devon et Damon sont particulièrement proches et partagent tout ensemble. Et ce, malgré le fait qu'ils aient tous les deux un tempérament et une personnalité complètement différentes l'un de l'autre. Devon est un petit garçon très extraverti, toujours prêt à partir à l'aventure, tandis que son petit frère est lui beaucoup plus calme et réservé. En seulement 2 ans, on peut clairement dire que la vie de la famille Routier a complètement changé. Ils sont passés de ce couple sans enfants vivant une vie de luxe à la vie de parents de 2 jeunes garçons ayant énormément sur les bras et n'ayant pas un seul instant pour eux. Mais malgré leur changement de vie plutôt radical, à ce moment-là, la famille Routier vit toujours largement au-dessus des moyens de tous leurs voisins. Darly renvoie d'ailleurs cette image de mère modèle, jamais débordée par les événements, toujours bien apprêtée, coiffée, maquillée et calme peu importe les circonstances. Elle passe une majeure partie de son temps derrière les fourneaux à cuisiner des cookies et des biscuits pour les enfants du quartier, qu'elle invite d'ailleurs très régulièrement à venir jouer à son domicile avec ses enfants. Et le couple va même offrir une énorme somme d'argent à l'un de leurs voisins souffrant d'un cancer et n'ayant pas les moyens de se payer ses soins médicaux. Bref, la famille Routier est particulièrement bien vue de ses voisins. Mais Darly et Darin ne dépensent pas que pour eux, car ils ne cessent de gâter leurs enfants qu'ils adorent, et ce en leur achetant très régulièrement tous les nouveaux jouets à la mode, en les emmenant assez souvent en vacances dans des endroits incroyables, et en s'assurant qu'ils portent toujours des vêtements neufs. D'une vue extérieure, la famille Routier semble être la famille parfaite, ayant des enfants parfaits, vivant la vie la plus parfaite possible. Mais vous vous doutez bien que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'en réalité les choses ne sont pas aussi belles qu'elles ne le paraissent. Durant l'année 1995, alors que le couple accueille leur dernier enfant qui se trouve être un petit garçon à nouveau et qu'ils vont appeler Drake Routier, le business de Darin commence tout doucement à plonger et en quelques mois seulement, il fait complètement faillite. Le mode de vie de la famille doit alors complètement changer. Il ne leur est plus possible de pouvoir se faire plaisir et dépenser sans compter, comme ils l'avaient fait jusque-là. Le couple va même devoir se séparer de certains de leurs biens personnels qu'ils vont devoir revendre pour tenter de mettre un petit peu d'argent de côté. Mais même si cette situation est très difficile à accepter pour Darin, celle qui en réalité souffre le plus se trouve être Darly. Il lui est totalement inimaginable de s'imaginer ne serait-ce qu'un instant devoir vivre une vie ordinaire et devoir se séparer de cette vie luxueuse qu'elle aimait tant. Son état de santé mentale va alors empirer de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle ne finisse par tomber dans une terrible dépression. Et au début de l'année 1996, elle écrit dans son journal vouloir en finir avec la vie et espérer de tout cœur que ses enfants ne lui en voudront pas d'avoir pris cette décision. Elle dit, et je cite, « Je ne veux pas que vous ayez l'image d'une personne misérable à chaque fois que vous posez les yeux sur moi. Je suis certaine que votre père prendra le plus grand soin de vous. Je vous aime plus que tout. » Heureusement cependant, Darly ne va jamais passer à l'acte, mais son état de santé mentale ne va faire que se dégrader de jour en jour. Le 6 juin de la même année, Darly prévoit de passer une soirée aux côtés de ses 2 fils aînés, Devon et Damon, et leur propose de s'installer tous les 3 dans le sofa pour regarder un film ensemble. Les enfants sont extrêmement excités à cette idée, et en début de soirée, ils s'installent tous les 3 dans le salon devant la télévision, tandis que le père de famille et le petit dernier, qui n'avait à ce moment-là que quelques mois, se trouvent endormis à l'étage.
La soirée se passe alors pour le mieux et Darlie et ses 2 enfants finissent à leur tour par s'endormir devant la télévision. Mais quelques heures plus tard, un appel absolument terrifiant est passé au service de secours et je vais vous en partager un petit extrait. 911, what is your emergency? Ma'am? What? Who did? Hang on. What's going on, ma'am? What is going on? Calm down, kid. There's a knife. Don't press anything. Okay, ma'am, listen. There's a police officer at your front door. Is your front door unlocked? Comme vous avez pu l'entendre, Darlie est absolument paniquée. D'après elle, des intrus se sont infiltrés dans leur maison au milieu de la nuit et ont poignardé ses 2 enfants. Elle explique ne pas avoir eu le temps de les repousser avant qu'ils ne passent à l'acte et que les intrus se sont ensuite enfuis par la porte du garage et ont d'ailleurs derrière eux fait tomber l'arme du crime. En entendant les cris de sa femme, Darren s'est réveillée en sursaut et a accouru au rez-de-chaussée, découvrant ainsi l'horreur de l'attaque qui venait d'avoir lieu. Il tente alors aussi bien que possible de réanimer ses garçons en pratiquant du bouche à bouche, mais Devon ne semblait pas être réceptif et ses yeux étaient à ce moment-là grands ouverts et totalement inanimés. Damon par contre ne bougeait aucunement, mais lorsque son père a tenté de prendre son pouls, il a réalisé que le petit garçon était encore en train de respirer. À l'arrivée des policiers, quelques minutes plus tard, Darren et Darlie se trouvent toujours sur le sol, tenant leurs enfants dans les bras et complètement inconsolables. Les officiers réalisent immédiatement que malheureusement plus rien ne peut être fait pour le petit Devon, mais par contre, effectivement, Damon semble toujours être en vie. Il respire à ce moment-là très lentement, mais il respire toujours. Une équipe médicale se met immédiatement sur son cas pour tenter de le sauver et demande à Darlie de bien vouloir placer ses mains sur la plaie de son fils et de mettre autant de pression que possible pour essayer d'atténuer ses saignements. Et ce, simplement le temps pour eux d'aller chercher leur équipement qui se trouve toujours à l'extérieur de la maison. Mais Darlie va complètement les ignorer et va continuer de crier et de paniquer sans jamais s'approcher du corps de son fils qui est à ce moment-là, je vous le rappelle, entre la vie et la mort. Et en même temps, elle tente d'arrêter ses propres saignements plutôt que ceux de son fils, car durant l'attaque, elle a elle aussi été blessée par l'agresseur, pas aussi violemment que ses enfants, plutôt superficiellement, mais elle a tout de même une grosse entaille au niveau du cou. C'est quand même plutôt étrange de la part d'une mère de préférer s'occuper de ses propres plaies qui sont, comme je vous l'ai dit, plutôt superficielles, plutôt que d'essayer de sauver la vie de son enfant. D'autant plus que Darlie va aller jusqu'à demander au secours de bien vouloir arrêter leur tentative de réanimation sur Damon pour plutôt s'occuper de l'intrus qui, d'après elle, se trouve peut-être encore à ce moment-là caché dans son garage. Et ce que les policiers vont aussi très vite remarquer une fois sur place est le fait que Darren a fait tout ce qui était en son possible pour tenter de réanimer ses enfants et continue d'ailleurs d'aider les secours pour faire en sorte que Damon reprenne conscience, tandis que Darlie, elle, restait dans un coin à pleurer mais n'a jamais fait quoi que ce soit pour aider ses enfants à respirer ou à reprendre conscience. Petit détail qui a d'ailleurs toute son importance, mais sachez que Darlie va à plusieurs reprises changer sa version des faits concernant l'attaque. En premier lieu, lorsqu'elle a les services de secours au téléphone, elle laisse entendre qu'il y avait plusieurs personnes présentes dans sa maison et qui ont donc attaqué sa famille. Mais lorsque les policiers se trouvent chez elle et la questionnent plus amplement, soudainement, il ne s'agissait là que d'un seul homme. Ce qui va particulièrement retenir l'attention des policiers. La mère de famille va ajouter avoir touché l'arme du crime qui se trouve être un couteau qui a donc été laissé sur le sol par le ou les intrus à l'intérieur de son garage.
et affirme être terrifié à l'idée d'avoir potentiellement détruit un indice et que l'ADN du tueur ne soit plus présent sur l'arme. Le petit Devon est malheureusement déclaré mort sur la scène de crime, tandis que son petit frère, âgé à ce moment-là de 6 ans, est emmené d'urgence à l'hôpital. Malheureusement cependant, Damon va à son tour perdre la vie durant le trajet jusqu'à l'hôpital et une fois arrivé sur place va à son tour être déclaré mort. Les deux enfants ont tous les deux été poignardés dans la poitrine et certains de leurs organes vitaux ont été touchés durant l'attaque. Il y avait donc extrêmement peu de chances pour qu'ils ne survivent. Darlie est elle aussi envoyée à l'hôpital pour que ses plaies puissent être examinées et va subir une chirurgie au niveau de son cou qui a été entaillée plutôt profondément. À son réveil, la police décide de se rendre dans sa chambre d'hôpital pour pouvoir l'interroger plus en détail sur les événements ayant eu lieu la veille. Mais avant qu'il ne puisse se rendre jusqu'à la chambre de la jeune femme, le médecin en charge de Darlie va les intercepter et affirmer que d'après lui, les blessures dont elle a souffert auraient été auto-infligées. Premièrement, lorsque l'on compare la violence et la profondeur des plaies de ses fils avec les siennes, il est plutôt évident que ces blessures sont plus que superficielles. Mais plus étrange encore, l'angle dans lequel les blessures sur le corps de Darlie semblent avoir été infligées ne correspondent pas à une attaque ayant été perpétrée par un autre individu, mais semblent bel et bien avoir été faites directement par Darlie. Les policiers vont garder ce détail plutôt important dans un coin de leur tête et vont donc se rendre dans la chambre d'hôpital de Darlie pour en savoir un petit peu plus sur l'attaque ayant eu lieu la veille donc, et surtout pour avoir le plus de détails possible concernant le ou les agresseurs. Il commence d'ailleurs par lui poser cette fameuse question que tout le monde se pose, en lui demandant s'il s'agissait bien là de plusieurs individus ou d'un seul. Ce à quoi elle répond avoir été plutôt confuse lors de son appel aux urgences et qu'effectivement il n'y avait bien là qu'un seul homme, ou du moins elle n'avait vu qu'une seule personne. Elle explique avoir été sortie de son sommeil par son fils Damon en train de lui taper sur l'épaule après avoir été agressée et avoir alors aperçu un homme debout à l'entrée du salon où elle et ses deux enfants se trouvaient. Il y avait à ce moment-là du sang partout sur le sol et ses deux enfants étaient allongés par terre et ne bougeaient plus. Elle a alors réalisé avoir été elle aussi agressée et que du sang s'échappait de son cou et de ses épaules. Elle n'a alors pas réfléchi plus longtemps et a pris en chasse l'agresseur qui s'est lui aussi mis à courir et qui a donc échappé derrière lui un couteau ensanglanté que Darlie s'est empressé de ramasser dans le doute où il tenterait de le récupérer, ce qu'il n'a pas fait. Il a fini par ouvrir la porte menant au garage et ainsi prendre la fuite du domicile des routiers. Darlie est incapable de donner la moindre description physique de l'homme. D'après elle, il était plutôt grand mais elle n'en est même pas à 100% sûre et il portait à ce moment-là une casquette ainsi qu'un t-shirt. Les policiers vont trouver cette histoire plutôt étrange. Énormément de détails sont manquants, Darlie se montre très vague et surtout le fait qu'elle ait été réveillée par son fils et non pas lorsqu'elle a été poignardée est vraiment bizarre. L'enquête continue cependant et la maison des routiers est entièrement fouillée à la recherche du moindre indice possible ou de la moindre trace ADN. Les détails partagés par Darlie vont être examinés et l'endroit où d'après elle le couteau serait tombé est bel et bien découvert. Cependant, les traces de sang autour de l'endroit où l'impact a eu lieu ne correspondent aucunement à la version des faits donnée par Darlie. D'après elle, l'intrus aurait fait tomber le couteau alors qu'il était en train de courir pour s'échapper de la maison. L'impact de l'arme aurait donc été violent et le sang se trouvant dessus aurait alors éclaboussé le sol de plein de petites gouttes, laissant comme une grosse éclaboussure de sang. Cependant, autour de l'endroit où le couteau aurait donc été récupéré par Darlie, aucune éclaboussure de sang ne se trouve, mais plutôt de nombreuses gouttelettes allant du salon jusqu'à la porte du garage, comme si la personne responsable du meurtre s'était déplacée tout doucement, le couteau à la main, laissant le sang s'en écouler petit à petit au fur et à mesure qu'elle avançait. Autre chose, aucune empreinte de pas n'est découverte à l'exception d'une trace de pied ensanglantée retrouvée sur le sol du salon et appartenant à Darlie. Et pas la moindre preuve qu'un individu ait effectivement pénétré à l'intérieur du domicile ce soir-là n'est découverte. Il n'y a aucune trace d'entrée forcée à l'exception d'une fenêtre brisée dont la moustiquaire semble avoir été découpée à l'aide d'un couteau. En premier lieu, les policiers vont se dire que peut-être que le tueur a lui-même brisé la fenêtre et découpé la moustiquaire à l'aide du couteau lui ayant servi pour tuer les deux enfants.
Sauf qu'après avoir été testé, les résultats sont clairs. Ce couteau n'a jamais été utilisé pour découper la moustiquaire, car des résidus auraient été retrouvés dessus si ça avait été le cas. Mais ce qui est très étrange est le fait qu'à l'intérieur du tiroir à couteau de la famille Routier, un couteau à pain contenant lui, effectivement, des résidus de la fameuse moustiquaire va être découvert. Et lorsque Darin, le mari de Darlie, va être interrogé concernant cette fameuse fenêtre cassée, il va affirmer que la veille, avant qu'il n'aille se coucher, elle ne l'était aucunement. Plutôt étrange, n'est-ce pas? Car si le tueur avait effectivement lui-même cassé la fenêtre pour entrer à l'intérieur du domicile, alors c'est de son propre couteau dont il se serait servi pour arracher la moustiquaire, et non pas un couteau appartenant à la famille Routier qui se trouvait à ce moment-là dans un tiroir de leur cuisine. Et sachez que le couteau contenant les résidus de la moustiquaire va être testé, et les seules empreintes retrouvées dessus appartiennent à Darlie. Les policiers vont aussi découvrir, à environ 65 mètres du domicile des Routiers, une chaussette de taille enfant remplie de sang, et cette dernière a été testée et appartenait bien à l'un des deux enfants de Darlie. Aucune explication ne va être faite concernant cette fameuse chaussette et on ne va jamais savoir comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là. De plus en plus d'inconsistances dans la version des faits de la mère de famille et surtout de plus en plus d'indices allant à l'encontre complètement de ce qu'elle a dit vont être découverts. À ce niveau de l'enquête, les policiers gardent l'œil bien ouvert et se disent que Darlie en sait probablement bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Lorsqu'elle est de nouveau interrogée pour vérifier si elle allait s'en tenir à la même version des faits, et ce malgré le fait que de nouveaux indices allant complètement à l'inverse de ce qu'elle avait dit aient été découverts, Darlie se met soudainement à pleurer et affirme ne se souvenir de rien, et que peut-être effectivement elle est en train de se tromper, car tout s'est passé tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit. Mais ce que les officiers vont rapidement réaliser aussi est le fait que Darlie avait un motif suffisant pour effectivement tuer ses propres enfants. Son journal intime va notamment être découvert et tout de suite les policiers vont tomber sur de nombreux messages, incluant notamment celui où elle mentionne vouloir en finir avec la vie. Il est immédiatement clair pour eux que Darlie était depuis très longtemps déjà complètement instable, aussi bien mentalement qu'émotionnellement. Et rapidement, les enquêteurs vont avoir vent de la récente faillite du couple, les mettant ainsi dans une situation financière très complexe. Et autant se le dire franchement, ne pas avoir d'argent lorsqu'on a 3 enfants en bas âge à nourrir est clairement le pire cauchemar de tout parent. Il est donc tout à fait envisageable que Darlie se soit dit que si elle n'avait plus d'enfants à nourrir, alors tout l'argent qu'elle allait récupérer pourrait être utilisé pour elle et uniquement pour elle, et qu'elle n'aurait plus besoin de se restreindre. Ceci n'est bien évidemment qu'une théorie, mais une théorie qui d'après les enquêteurs a de fortes possibilités de s'avérer être vraie. Et croyez-moi, Darlie n'a pas fini de vous surprendre et de faire se questionner les policiers. Dès sa sortie de l'hôpital, le lendemain même de son opération, Darlie va continuer à vivre comme si de rien n'était et comme si l'agression dont elle a été la victime ainsi que la mort de ses 2 enfants faisait maintenant partie du passé et que son deuil avait été fait. Ce que d'ailleurs les voisins et proches de la famille Routier ne vont pas manquer de remarquer. Et pire encore, seulement une semaine après les morts de Devon et Damon, Darlie et son mari Darin vont décider d'organiser une petite fête sur les tombes fraîchement creusées de leurs 2 enfants, et ce pour célébrer le 7e anniversaire de Devon. Plusieurs médias sont présents sur place et capturent de nombreuses images de la famille, et notamment de Darlie qui est toute souriante et ne semble pas du tout être en deuil. Attention, je ne veux pas insinuer qu'elle n'était pas en train de souffrir terriblement à ce moment-là, car tout le monde vit son deuil d'une façon différente, mais disons que son attitude ne reflète pas réellement celle d'une mère qui vient de vivre l'événement le plus traumatisant de sa vie 7 jours seulement auparavant. Et lorsqu'on lui demande pour quelle raison elle a décidé de s'amuser et de faire la fête, elle répond tout simplement que c'est ce qu'aurait voulu son fils, et que ces 2 garçons sont très probablement eux-mêmes en train de célébrer ensemble depuis le paradis. Et c'est justement la vidéo de cette fameuse petite fête où la mère de famille peut être aperçue en train de rire et de s'amuser, de plus que tous les indices l'incriminant retrouvés sur la scène de crime qui vont causer sa perte. Car moins d'une semaine après la diffusion de la vidéo, Darlie Routier est officiellement placée en détention et arrêtée pour le meurtre de ses 2 jeunes fils. À ce moment-là, les policiers n'ont aucune preuve concrète, mais espèrent bien justement réussir à la faire avouer sous la pression.
Ce que Darlie ne va jamais faire. Elle assure être totalement innocente et être même une victime dans cette histoire. Son procès a finalement lieu le 6 janvier 1997 et il va immédiatement être insinué que Darlie a décidé de mettre fin au jour de ses enfants à cause des problèmes financiers de la famille. D'autant plus que les deux garçons avaient une assurance vie dont l'argent revenait au complet à leurs parents si quoi que ce soit leur arrivait. L'assurance n'excédait pas la somme de 10 000 $, ce qui n'était pas suffisant pour remédier complètement aux problèmes financiers du couple, mais ce qui les aidait tout de même beaucoup. L'avocat de Darlie va lui défendre sa cliente, affirmant qu'elle a été arrêtée alors qu'aucune preuve concrète ne démontrait qu'elle n'ait quoi que ce soit à voir dans cette affaire sordide, d'autant plus que d'après lui, si elle n'avait agi que par intérêt de l'argent, elle aurait alors tué son mari qui lui avait une assurance vie de pas moins de 800 000 $. La fameuse chaussette ensanglantée retrouvée à plusieurs mètres de la scène de crime va à nouveau être mentionnée durant le procès, car d'après la partie adverse, il est tout à fait possible que Darlie l'ait volontairement placée là pour faire croire que l'agresseur l'a échappée alors qu'il prenait la fuite. Et sachez que durant le procès, des professionnels du langage corporel vont étudier Darlie et vont affirmer qu'elle est tout simplement une excellente actrice et vont même aller jusqu'à la qualifier de sociopathe et de psychopathe matérialiste. Il est pour eux plus que clair que Darlie n'a jamais éprouvé la moindre sympathie pour autre chose qu'elle-même et que l'argent comptait à ses yeux beaucoup plus que ses propres enfants. Ils insistent entre autres sur le fait que dès qu'une caméra est braquée sur elle, Darlie ne cesse de regarder son reflet dans le miroir ou dans le retour de la caméra, et ce surtout lorsqu'elle pleure et montre ses émotions, comme si elle voulait vérifier qu'elle était bien crédible et qu'elle avait l'air aussi misérable qu'elle voulait le faire paraître. Finalement, à l'issue du procès, Darlie Routier est reconnue coupable du meurtre de Damon et de Devon et reçoit pour cela la peine de mort par injection létale à l'âge de seulement 27 ans. Cette affaire va faire sensation dans les médias et les avis vont être rapidement partagés. Car même si la majorité des personnes sont persuadées encore aujourd'hui que Darlie a effectivement elle-même tué ses enfants et mérite sa peine de prison, d'autres à l'inverse affirment que sa condamnation a été basée sur des soupçons plutôt que sur de véritables preuves et qu'il est donc tout à fait possible qu'elle soit innocente. Darlie va répondre à de nombreuses interviews depuis sa cellule, interviews dans lesquelles elle continue de clamer son innocence et affirme connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Darlie Routier va faire appel à de nombreuses reprises pour essayer de faire en sorte que sa sentence ne soit revue et pour qu'elle ne soit réduite à la prison à vie. Mais cette demande va lui être refusée à chaque fois. De nombreux tests ADN sur des objets découverts sur la scène de crime, tels que l'arme du crime justement, ou encore la fameuse chaussette, vont avoir lieu à de nombreuses reprises, mais la seule trace ADN jamais retrouvée reste à ce jour encore celle de Darlie. En 2011, Darine va demander le divorce, mais affirme continuer à être persuadée que son ex-femme est innocente et qu'elle paye à la place du véritable coupable. De même d'ailleurs que leur fils cadet Drake, qui au moment de l'attaque n'était âgé que de quelques mois, mais qui aujourd'hui en a presque 29, et qui de son côté est lui aussi persuadé que sa mère n'aurait jamais commis un tel acte. Il n'a jamais eu la chance de réellement la connaître, car lorsqu'elle a été emprisonnée, il n'avait que 2 ans, mais il se souvient cependant d'une personne tendre et douce qui ferait absolument tout pour ses enfants. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour, une affaire particulièrement triste. Mais j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez de votre côté et si vous pensez effectivement que Darlie est coupable ou si il est tout à fait possible qu'elle ait été tellement traumatisée par les événements ayant eu lieu qu'elle ne se souvienne tout simplement de rien. Laissez-moi donc vos avis en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un immense merci encore à Anna Louisa d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour pouvoir bénéficier de 20% de rabais sur vos achats grâce au code MeganMorgan20. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!